Bon, ben, je me présente encore, Francis Martineau. Je vais vous expliquer quelques détails par rapport à la fauche. C'est sûr que c'est des choses que vous connaissez, je ne vous apprendrai rien aujourd'hui. C'est juste pour éclaircir des points, pour que justement, tout au long de votre saison de culture, l'uniformité soit là. C'est toujours là qu'on accroche en tant qu'acheteur, c'est que on se bat toujours pour une uniformité, comme disait monsieur tout à l'heure. Fait que je vais vous donner quelques petits trucs, puis c'est sûr que vous en connaissez plusieurs, mais des fois, juste d'en reparler ensemble, ça peut éclairer ou bien allumer un petit quelque chose qu'on avait oublié ou quoi que ce soit. Fait que, on va commencer avec ça. J'ai mis en premier un bon nivellement, si vous en avez la chance. Ça n'a pas rapport avec la fauche, mais ça a rapport avec la fauche. Si vos champs sont bien préparés avant de faire la culture, un bon nivellement va faire que, mec, vous fauchiez, vous n'auriez pas de butte de terre à niveler avec votre faucheuse au moment de la récolte. Ça peut faire une grosse différence pour la poussière. Souvent, parce en établissement, en première coupe, on ne veut pas commercialiser ce foin-là parce que justement, l'établissement n'est pas fait. Puis on trouve que le foin il y a une odeur de terre, il y a une poussière de terre qui ressort tout au long de la saison d'hiver quand c'est entreposé, parce que on dirait que l'humidité fait que l'odeur de la terre ressort dans l'hiver. Fait qu'on aime plus ou moins avoir une petite poussière de terre dans les fourrages en établissement. Premièrement, avec la faucheuse, connaître sa machinerie. Le livre d'instruction. Souvent, c'est la première chose qu'on prend, puis qu'on met sa tablette dans le garage, puis on lit pas. C'est surprenant ce qu'on peut trouver là-dedans quand on est. Aujourd'hui, plus ça va, plus nos vendeurs connaissent leur machine, mais c'est pas le cas partout. Fait que on a besoin d'en savoir plus. Il y a souvent plein de petites options qui se présentent sur la machine qu'on achète, puis on n'est même pas au courant que ça existe. Fait que c'est bien important de prendre conscience qu'est-ce que la machine peut vous offrir comme rendement. Deuxième chose, l'affûtage des couteaux. Aussi ridicule que ça peut paraître, un bon affilage va faire une coupe franche, va faire une bonne deuxième coupe par la suite. Une levée plus hâtive après la récolte de la première coupe. Il ne laissera pas de couette. Quand je dis couette, c'est que des fois, ça peut laisser des tiges après la première récolte, puis souvent les tiges de la première récolte, mais qu'on fauche notre deuxième coupe, on va les retrouver dans nos balles de deuxième coupe, ce qui peut alterner sur notre couleur de foin qu'on travaille très fort pour garder. Fait que c'est très important. Par rapport au couteau, ben, il y a des sortes de couteaux, il y a des angles de couteaux qu'on peut utiliser. Moi, personnellement, c'est mon opinion, moi j'aime bien les couteaux les plus agressifs, ce qui fait que la coupe est plus... c'est pas la coupe, c'est surtout l'aspect aspiration que la faucheuse va avoir lorsqu'on va faucher. Souvent, il va y avoir du foin qui est un petit peu écrasé, mais qui n'est pas carrément à terre. Et puis, l'angle des couteaux va faire une aspiration, puis il va aller chercher ce foin-là qu'on n'est pas capable de récupérer avec les couteaux avec moins d'angle. Pour ça, c'est correct. Le réglage de la table de coupe. Bon, mais ça n'est une autre chose. Il y a des faucheuses qui ont des systèmes de réglage hydraulique que tu peux diriger direct du tracteur. Il y en a d'autres que c'est manuel. Il y en a que c'est attelé. Il y a différents principes, mais c'est très important. Puis, d'en tenir compte, c'est le nerf de la guerre, si on peut dire. Parce que, justement, ça va nous apporter à la hauteur de la fauche. J'ai écrit la hauteur d'un pied ou d'une bottine. C'est pas mal la règle de base parce qu'on n'a jamais de tête dans le tracteur pour checker ça. Puis souvent, si les gens ont des faucheuses avec des tables ajustables hydrauliquement, ça peut arriver qu'en fauchant tout simplement qu'on accroche le piton. Puis ça serait pas une vilaine chose de corriger le tir. Parce que ça a une importance phénoménale. C'est surtout là, à partir de la hauteur de la fauche, qu'on va établir un tapis pour le séchage du foin après, le séchage. C'est là qu'on va surélever notre foin, qui va faire qu'avec les rosées, souvent la nuit, avec les rosées, le foin, il tape, on pourrait dire, il descend. Puis le fait qu'on laisse une bonne hauteur de fauche va venir surélever notre foin, puis va faire que la ventilation va se faire plus facilement et la reprise par la faneuse de même, du râteau,
Le foin va toujours être d'une certaine hauteur, fait que c'est moins dur sur toutes les machines avec lesquelles on va travailler. C'est très, très, très important. C'est un facteur à ne pas négliger. Faucher large ou étroit, vous l'avez vu tantôt sur la photo, la vidéo qu'on avait. On avait un tracteur à roue double. Moi, j'ai rien contre les tracteurs à roue double, mais moi, j'en utilise pour faucher, sauf que on ne pile pas sur notre foin. C'est un critère de base. À ce moment-là, sur cette vidéo-là, moi, j'aurais été du genre à faucher étroit pour justement pas piler sur mon foin, pour être capable de le faner de façon le plus homogène possible par la suite. Puis il y a d'autres caractéristiques. Pourquoi qu'on fauche large ou étroit, ça va dépendre de notre faneuse qui va en avant. Tantôt, Luc va en parler, des faneuses. C'est ça. Fait que là, on va faucher large ou étroit, tout dépendant du temps de la journée. Si on sait qu'il y a mouillé, il n'y a pas mouillé, si on va passer un macérateur par la suite. Si le terrain est sec ou humide, souvent quand on a un terrain plus humide, on va vouloir faucher étroit. Puis par la suite, si on fauche le soir, le lendemain matin ou même en plein jour, quand on fauche étroit, ça laisse une distance qui n'a plus de foin, qui peut sécher plus rapidement, ça achèche le fond du terrain. Par la suite, tu fanes, et puis là, ton fond de terrain il est beaucoup plus sec. Fait que c'est à gérer selon votre type de sol ou le climat que vous avez par chez vous, si c'est plus ou moins séchant. Fait que pour ça, c'est bon. Là, justement, par la largeur des andins, le macérateur est à considérer. Le macérateur a besoin d'une largeur d'andin assez raisonnable. Si vous fauchez large, on oublie le projet pour le macérateur, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est à prendre en considération. Autre chose, la vitesse d'avancement. J'ai écrit 4 à 6 000 à l'heure. Il y en a qui vont me dire que c'est vite, il y en a qui vont me dire que je suis extrêmement lent. Mais le but de la fauche, moi j'ai toujours priorisé faucher avec un instrument le plus large possible pour en faucher une quantité le plus large possible à la fois, mais faucher tranquillement. Pour justement être capable d'aller chercher l'efficacité de la machine à son 100%. Souvent, on pense que faucher, c'est couper, puis plus vite qu'il fauche, plus vite qu'il meurt, mais souvent on va aller chercher des heures de séchage juste en ralentissant notre vitesse. Fait que là, pour en venir justement à la macération. La macération, moi dans mon cas, j'en utilise pas, mais j'adore acheter du foin qui a été macéré. Ça m'enlève une aiguille du pied parce que je trouve que cette machine-là elle a vraiment ses avantages, puis elle est vraiment efficace. C'est rare que je vais acheter du foin chez un producteur qui a un macérateur, puis qu'on va vous pogner du foin qui a travaillé. C'est vraiment efficace. Ça a son coût, on s'entend. Sauf que sur l'autre bord, moi, ce que j'aime de cette machine-là, c'est que tu vas pogner du foin en première coupe, qu'on a des super de belles saisons ces années-ci, qu'on se ramasse à faire du foin de première coupe à fin juillet, mi-juillet, puis le foin est grossier. Le macérateur va nous aider pas mal sur la tendreté, puis même sur la couleur. L'oxydation qui se fait quand le macérateur émacère, ça va faire, comme vous avez vu tantôt, un petit peu des petits points de rupture sur la tige, puis ça va foncer, ça. Fait que ça va aller chercher un petit peu du vert forêt, même si la tige est vieillissante, ça va vraiment aider beaucoup à la texture du foin. La texture égale couleur égale client satisfait, hein? Fait que c'est à considérer, c'est un investissement comme je disais tantôt, mais ça peut sauver une bonne partie de récolte. En tout cas, c'est un bon outil. Conditionnement rouleau de robeux ou fléau fixe, fléau fou, trilobe, ça c'est des rouleaux en acier. Je trouve que les 4 machines écrites là, ils font un très bon travail, tout dépendant de ce que vous avez comme sorte et espèce de foin. Ils sont toutes bonnes. J'en ai essayé la plupart. Et puis, il y a des essences qui sont plus faciles à sécher avec un macérateur, des essences plus faciles à sécher, je te dirais, avec la trilobe. Les fléaux fixes, on en parlait, c'est surprenant. Il y a une petite tendance vers ça, puis je trouve ça vraiment intéressant. On les prenait plus ou moins en considération dans le foin sec.
Puis plus que ça va, moi, c'est un intérêt que j'ai vers ça, c'est surprenant. Il n'y a rien qui empêche d'avoir un fléau ou un conditionneur puis passer un macérateur. Là, ça n'empêche rien du tout. Ça fait le tour un peu pour la fauche. Il y a des questions. La question, c'est avec des couteaux agressifs, est-ce que la contamination du sol peut être plus un problème? C'est pas vraiment ça le problème, c'est que souvent on a affaire à des climats qui font qu'on est obligé de faucher tard en saison. On va se ramasser avec du foin qui va écraser, vu l'abondance, parce qu'on essaie toujours d'avoir des bons rendements à l'arc. Puis là, c'est ça, des fois même, je te dirais qu'on connaît tout ça, là, une saison que la deuxième coupe embarque dans la première, puis la première apprend le côté du bois, comme on pourrait dire. Fait que là, c'est intéressant d'aller la chercher parce que on peut pas faucher bas. Fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de le soulever. Fait que le couteau en angle va prioriser ça, si on pourrait dire, parce qu'on aurait toute tendance à ajuster notre table de coupe, à y donner du pic, mais là, on baisse en hauteur de coupe, on se punit sur d'autres sens qui sont beaucoup plus importants. Fait que de cette façon-là, on évite ça. La nouvelle machine, on appelle la Trilob, la machine de la faucheuse John Deere, qui beaucoup considèrent qu'elle commence à avoir un esprit compétitif avec le macérateur, vu des rouleaux en fer très performants. Moi, j'avais choisi ça, ça fait déjà 10 ans que c'est sorti, cette machine-là. J'avais acheté ça à ce moment-là pour essayer de sauver un passage, parce qu'on s'entend que le macérateur, c'est un passage de plus, un temps de plus, un homme de plus, un tracteur de plus, tu sais. Fait que je m'étais dit, on va essayer de sauver ce passage-là. À ce jour, je vous dirais, je suis vraiment peut-être à 1% d'humidité, puis des fois, on le rentre en même temps. Je le compare avec mes beaux-frères. Puis c'est surtout sur du foin plus mature que je vais trouver que ça en vaut le coup. Là. Personnellement, j'aurais envie d'en avoir un, moi, quand je suis obligé de faire du foin au mois de juillet. Mais pour la question du séchage, c'est vraiment bien. Okay. Sur un foin grossier, le macérateur a un bon impact? Oui, pour la tendreté. Mais autant la Trilob va avoir son influence sur le foin grossier parce que elle met sa pression et elle casse son foin aux 4 pouces, mais 4 pouces de large. C'est pas un impact aux 4 pouces. C'est 4 pouces que c'est écrasé. Là, ça fait un escalier, ça redescend, puis c'est encore un 4 pouces qui est écrasé. La tige va fendre. Tandis que le macérateur, lui, il va l'attaquer en plein de petits coups. C'est un petit peu différent. Ça va revenir un peu au même, mais pour aller chercher un petit peu plus de couleur en fin de première coupe, quelque chose comme ça, je serais menteur de dire que le macérateur n'a pas sa place à ce moment-là. Je vais répéter la question peut-être, ouais. Si on peut couper plus court à la deuxième coupe, vu que le terrain est plus sec et tout ça, je vous dirais que oui, si vraiment votre terrain est plus sec, sauf que vous avez l'autre côté qu'à l'automne, les rosées sont plus fortes. Le foin, souvent, il va être plus tendance à rester collé à terre. Il va être plus difficile à aller rechercher avec la faneuse ou le râteau. Même parfois, on est obligé de le racler une journée d'avance puis de le refaner juste pour aller rechercher tous les petits brins verts qu'on n'aurait pas été capable de chercher avec la faneuse. Ça va créer un passage de plus pour aller récupérer ces fourrages-là, vu que la hauteur de la fauche est plus basse. Pour le fanage, tu passes combien de temps après que tu as fauché? T'attends-tu un certain temps ou tu y vas tout de suite après que tu as fauché? Ben, pour le fanage, je vous dirais ça va dépendre extrêmement de ce que la météo dit à l'avance. Souvent, il n'y a pas vraiment de temps. Si la météo un matin tombe qu'il annonce 4 jours ou 3 jours de beau temps, ben s'il faut partir tout de suite pour ne pas perdre de temps, la faneuse va rentrer dès qu'elle peut en arrière de la faucheuse pour aller chercher le maximum de soleil. Puis si on le sait le soir d'avant, on va faucher, moi je vais en donner plus serré pour justement que la rosée affecte moins mon foin. Puis le lendemain matin, je vais rouvrir mes rangs après que la rosée s'est partie, fait que le fond de mon champ va être sec. Oui? Ça, je dirais que c'est plus Pascal qui pourrait répondre, mais j'ai quand même des bons culs là-dessus. Ça dépend de la grandeur que vous avez. Si je parle à Pascal, eux autres, à la grandeur qu'ils font à la fois, les macérateurs partent tout de suite en arrière de la faucheuse. Je pense que, si je ne me trompe pas, Pascal, au départ, c'était un 7-8 heures
d'attente. Si la faucheuse trilobe, on utilise autant ça dans les graminées que dans la luzerne, je vous dirais que cette faucheuse-là, dans la luzerne, ça fait des miracles. Je vous dirais la tige grossière, autant que c'est un problème anciennement à faire sécher qu'avec ces genres de faucheuses-là, autant pour un producteur laitier, c'est à mon idée à moi, je ne vais pas prendre de parti pris, mais je trouve que c'est la faucheuse qui ne brise pas la feuille, elle ne déchire pas, mais elle écrase. Elle garde tout le côté alimentaire de la plante. Je vous conseillerais. Ça a été conçu au départ pour la luzerne, cette machine. Ouais. On l'a adapté à nos... on y serre la vis, puis vous savez comment ça marche. On essaie d'aller chercher le maximum de chaque machine. Fait que c'est un peu comme ça qu'on en vient à nos fins. Là. À force de travailler avec, on apprend la commande. Merci.